Eh bien bonjour tout le monde, nous voilà sur Lords of Shurima. Alors qu'est-ce que Lords of Shurima? C'est un jeu de rôle un petit peu old school, avec des mécanismes à l'ancienne, assez sympathique. Donc on va créer une nouvelle partie, plutôt que de reprendre une partie en So cours. deep was I sleeping that I felt as if I were drowning. Alors je coupe volontairement l'explication, donc on va résumer rapidement le background du jeu. Donc vous incarnez Golen, un humain qui est chargé par Goloth, l'un des dieux de Shulima, d'aller libérer les temples divins. Donc exactement le lore du monde de Shulima est assez simple. Donc l'humanité a été créée par les dieux sur le continent de Shulima il y a plusieurs siècles. Puis les dieux ont décidé de quitter le monde terrestre et d'aller vivre dans leur monde céleste. Ils sont donc partis en laissant derrière eux 8 temples divins qu'ils utilisent pour canaliser leur puissance. Quant aux humains, ils ont été envoyés vers le continent de Rodinia, qui leur appartient, et les humains ont totalement oublié le chemin, voire même l'existence du continent de Shulima. L'un des 9 dieux, Yul, s'est rebellé contre les autres dieux, il veut les renverser, et pour ça il a donc envoyé ses héros pour profaner les temples des autres dieux, afin de couper leur puissance. Et c'est là donc que Goloth a contacté Golen en rêve pour lui demander de rassembler une équipe afin d'aller libérer ces temples divins, sans quoi Yul allait renverser les autres dieux. Yul, le dieu de la mort, deviendrait alors le seul et unique dieu. Voilà, donc on va créer le groupe, donc les gens qui vont accompagner Golen. Donc c'est un groupe de 6 personnes que nous allons avoir. Nous avons déjà un personnage qui nous est fourni d'office, qui est Golen, l'explorateur. Golen n'est pas un personnage à proprement parler extraordinaire, puisqu'il réussit même l'exploit de cumuler 2 caractéristiques extrêmement rares chez les personnages de jeux de rôle. Tout d'abord, il a le charisme d'une huître, et ensuite, il est relativement mauvais au combat. Il n'a pas grand chose pour lui, alors on va déjà, donc pour créer le nouveau personnage, mettons qu'on va créer un homme, on va choisir un portrait, donc je sais que je vais faire un guerrier dans un premier temps, donc je vais prendre un portrait qui me fasse un petit peu penser à un guerrier, donc mettons celui-ci. Et on arrive sur le choix de classe. Il y a donc 9 classes de personnages en dehors de Golen. Golen est explorateur, c'est une classe à part. Donc il y a 9 autres classes parmi lesquelles choisir. Nous avons le mage, qui est l'archétype classique du lanceur de sorts sur les jeux de rôle. Il va lancer des boules de feu, il va lancer des éclairs, il va lancer des sorts de givre. Voilà. Le mage est un personnage qui est extrêmement puissant à bas niveau. C'est de loin le plus puissant à bas niveau. Par contre, arrivé vers le niveau 15, il devient faible et au-delà du niveau 20, il est relativement inutile. Mais pour assurer le bas niveau, c'est le meilleur personnage possible. Nous avons le soldat profane. C'est un hybride, c'est donc un mélange entre un guerrier et un mage. Donc il aura accès aux spécialité du guerrier, donc frappe étourdissante, frappe sanglante, etc. Et il aura également accès au sort du magicien, mais il y aura accès plus tard. Par exemple, le magicien a accès à toucher glacial entre le niveau 3 et 5. L'Arcane Soldier, c'est au-delà du niveau 10 qu'il a ce sort. Mais globalement, c'est un excellent hybride. Il est plutôt orienté combat, comme hybride. Nous avons ensuite le voleur, qui est l'archétype classique du voleur sur un jeu de rôle, donc vraiment avec des compétences plutôt utilitaires. Donc il va servir à détecter les pièges, à les désamorcer, à déverrouiller les portes. Il peut également servir à augmenter le marchandage ou à estimer les valeurs des objets. Bon, c'est un personnage qui en termes de combat est relativement anecdotique, voire peu performant lui également. Je n'en recruterai pas parce qu'il faut savoir que Golen peut être développé comme voleur. C'est pas très facile, ça va demander de dépenser beaucoup d'argent en points de compétence, mais Golen n'étant pas très efficace, le voleur n'étant pas très efficace, je préfère éviter de multiplier les personnages pas très efficaces. Le clerc, c'est l'archétype d'un soigneur. Pour ceux qui ont vu les vidéos d'Aquartz, ça ne correspond pas à la perception qu'il en avait. Le clerc n'est pas un clerc typé donjon et dragon, qui va être fort en baston. Le clerc est plutôt typé prêtre dans World of Warcraft par exemple, c'est-à-dire c'est un personnage qui soigne très bien, mais qui n'encaisse pas du tout et qui est extrêmement fragile. Donc c'est vraiment un personnage de ligne arrière.
L'invocateur divin, c'est un personnage qui fait le café, hein, en fait. Donc il peut invoquer 8 esprits. Donc il peut en invoquer maximum 2 à la fois, mais il a un choix de 8 esprits disponibles. Il va se spécialiser dans certaines invocations. Ces esprits peuvent soigner, peuvent infliger des dégâts, peuvent tanker, peuvent être plutôt utilitaires avec des skills qui stun les adversaires, etc. C'est un personnage extrêmement sympathique. Il faut savoir que j'ai déjà joué tous les personnages dans mes parties précédentes. Sur ma première partie, le Divine Summoner était le seul soigneur de mon groupe et c'est passé tranquillement. Donc c'est un personnage qui est vraiment très efficace dans tout ce qu'il fait. Son problème, c'est qu'une fois qu'il a invoqué ses esprits, lui-même ne fait pas grand chose. Il ne sera pas performant au combat, donc c'est un personnage qui est relativement ennuyeux à jouer. Mais c'est un personnage très 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 efficace. On a ensuite le paladin. Le paladin, lui, c'est l'hybride entre le clerc et le guerrier, donc il se bat plutôt pas mal, même s'il se battra jamais aussi bien qu'un soldat. Il peut faire de l'assist heal, donc il a accès au même sort que les clercs, mais tout comme le soldat profane avait accès au sort de mage plus tard que le mage, lui il aura accès au sort de clerc, mais plus tard que le clerc. Mais il aura accès au même sort. Donc c'est un personnage par contre qui sera beaucoup plus défensif, parce que tout comme le clerc, et le mage d'ailleurs, ils vont être touchés par un gros problème de ce jeu qui est le manque de mana. Les sorts coûtent extrêmement cher et la barre de mana est relativement réduite. Et donc à terme, les personnages vont se retrouver très vite à sec de mana. Donc le paladin et le clerc, eux, ont un sort qui est Divine Prayer, donc prière divine, qui leur permet de régénérer en même temps leur vie et leur mana. Et donc ils vont passer beaucoup de temps à lancer ce sort. Donc le paladin va passer beaucoup de rounds de combat, non pas à attaquer, mais à régénérer sa mana et à se soigner. Toutefois, au début de la partie, il se bat très bien. Le barbare, c'est le guerrier qui a le plus de points de vie, de très loin. Vous voyez, il gagne 7,8 points de vie par niveau, contrairement au soldat qui en gagne 5,2, donc on est à 50%. Donc le soldat, c'est celui qui a le plus de points de vie, en dehors du barbare, et le barbare a quand même 50% de vie de plus. C'est énorme. Par contre, comme vous pouvez le voir, le barbare ne gagne pas de PP, c'est-à-dire de mana. Donc le barbare, ce qu'il va avoir, c'est qu'il va être extrêmement performant au combat. Donc il va avoir d'excellentes maîtrises des armes, de l'armure, une excellente initiative, mais il n'a absolument aucun skill actif. Donc le barbare n'aura que un gameplay très simple, c'est frapper. Et frapper avec des frappes normales, sachant que le barbare a un skill particulier qui est rage, qui lui permet d'augmenter de manière assez dramatique ses chances de coup critique. Donc le barbare, à terme, aura entre 30 et 40% de chances de critique, c'est énorme, mais donc au niveau du gameplay, c'est extrêmement simple. Mais c'est un mur le barbare, hein. Donc c'est un personnage assez intéressant, mais je pense que le manque de skill actif, par exemple frappe sanglante, sur le long terme est un peu gênant, puisque autant à bas niveau le barbare est tout à fait performant, autant à haut niveau, quand vous affrontez des groupes de 6 ennemis qui ont 1500 points de vie chacun, le fait d'infliger des dots de saignement est vraiment très très utile. Le barde, je ne vais pas m'étendre trop dessus, c'est un personnage qui est plutôt un personnage à distance, avec un arc plutôt, qui va être un très bon buffer, qui va avoir quelques skills de dégâts à distance. J'en suis pas particulièrement fan, mais bon, c'est dans l'équipe par défaut présentée par le jeu, il est présent. Bon, j'en parlerai pas beaucoup plus, c'est pas mon personnage préféré. Et enfin le soldat. Le soldat, c'est l'archétype du guerrier classique des jeux de rôle. Donc il commence avec une aussi bonne maîtrise martiale que le barbare, peut-être même un peu plus d'armes, puisque le barbare ne maîtrise pas les arcs par exemple, alors que le soldat les maîtrise. Le soldat gagne moins de points de vie qu'un barbare, toutefois il aura quand même un pool de points de vie assez intéressant, et le soldat donc aura accès à différents skills, donc un skill qui lui permet d'améliorer son initiative, un skill qui lui permet de frapper plus souvent, d'améliorer ses chances de toucher, on va dire, et il va avoir tous les skills donc pour assommer les adversaires, les faire saigner ou les blesser. Donc personnellement, je vais baser donc mon équipe sur un certain nombre de personnages obligatoires, enfin pas obligatoires mais que je juge efficaces. Donc on va avoir un clerc comme soigneur,
parce que j'ai pas vraiment beaucoup joué avec l'éclair et j'ai envie de voir ce que ça peut donner de manière plus efficace. On va prendre un mage, parce qu'à court terme, à bas niveau, je vais essayer de nettoyer un maximum, alors que le jeu n'est pas prévu pour, mais je vais essayer de nettoyer un maximum histoire de gagner un ou deux niveaux supplémentaires. Et c'est le personnage le plus puissant bas niveau. Donc je ne prendrai pas de voleur, mais j'aurai Golem qui jouera le rôle de voleur. Ça, ce sera ma ligne arrière. Et sur la ligne avant, donc je vais essayer d'avoir un assist heal, un paladin qui a également des auras de buff qui sont très sympathiques. Et je vais l'encadrer donc par 2 guerriers et je vais prendre 2 soldats parce que les soldats, c'est efficace. Donc on va commencer par prendre un soldat. Donc on va prendre le nom par défaut proposé, hein, c'est pas très intéressant. Une fois qu'on a choisi notre classe, on a le choix entre 9 bonus de départ, selon le dieu que vénère le personnage. Donc on a Nalaet qui permet d'augmenter les points de vie de 5%, Taliet qui permet d'augmenter la vitesse de combat de 5%, Kersket qui donne plus 3 en force, Valvet plus 4 en agilité, Febret plus 10 en esquive, Raznet 15% en initiative, Golot 4% en expérience, Alnaet donc 5% en mana, et Yul qui augmente toutes les résistances de 3. Alors au niveau des bonus, Yul toutes les résistances plus 3, à mon sens c'est totalement inutile. Les bonus fixes tels que force, agilité peuvent être sympathiques sur les premiers niveaux, mais assez rapidement ils sont totalement obsolètes. Les bonus en pourcentage globalement sont toujours plus efficaces. Donc personnellement, je trouve que l'initiative est hyper importante sur Lords of Shulima. Je vous expliquerai tout ça plus tard, les mécanismes. Donc je vais prendre initiative pour à peu près tout le monde. Et on choisit ensuite l'arme avec laquelle notre personnage débute. Donc ce sont tous les types d'armes qu'il maîtrise. Et je vais le faire débuter avec une épée parce que les épées c'est très efficace. Donc ensuite on va faire un deuxième personnage, on va faire une femme. Et on va faire une paladine. Donc on va prendre quelque chose qui ressemble à un guerrier. Celle-ci, voilà. Donc on a dit une paladine. Alors est-ce qu'on... Voilà, on va prendre ce nom-là. Donc la paladine, c'est pareil, pour tout ce qui ressemble de près ou de loin à un guerrier. De toute façon, on va prendre de l'initiative. Alors on peut prendre les armes à allonge ou masse et marteau. Les armes à allonge font des dégâts assez faibles, je trouve. Masse et marteau, c'est plus efficace. Ensuite, j'ai dit qu'on voulait encadrer le paladin par 2 soldats. Donc on va prendre un deuxième soldat. Donc lui, il a une bonne tête de soldat. Forger le nom, c'est nul. Fasgot, Mavon, Madirkop. Voilà, on va prendre ce nom-là. On va le faire disciple de Raznet. Également, on va lui donner une épée tout pareil. Maintenant, on va s'occuper de la ligne arrière. Donc on a déjà Golem qui servira de voleur. Il nous manque le clerc et le mage. Donc on va faire 2 femmes pour ces rôles-là. Donc en tant que clerc... qui ici... Tiens, toi, tu as une bonne tête de clerc. Alors, pour le clerc, j'hésite entre l'initiative de combat et l'expérience gagnée. Parce que le clerc, c'est le personnage qui consommera le moins de points de compétences lors de son leveling. C'est donc celui qui pourra investir le plus de points de compétences dans le skill apprentissage qui permettra d'augmenter son expérience. Toutefois, je préfère, je pense, l'initiative qui lui permettra de jouer plus souvent en combat. Et par contre les personnages de la ligne arrière, on va leur prendre des armes à allonge. Effectivement, au niveau du jeu, les combats sont en tour par tour et ils sont présentés sous la forme de 2 lignes de combattants dans chaque camp. Donc l'ennemi a 2 lignes de combattants, vous avez 2 lignes de combattants. Les personnages de la ligne avant peuvent attaquer les personnages de la ligne avant adverse. Les personnages de la ligne arrière ne peuvent pas attaquer sauf s'ils ont des arcs ou une arme à allonge. Donc elle, en tant que clerc, si je lui donne une masse, si elle est à l'arrière, elle ne pourra pas attaquer avec, ça servira à rien. Donc je vais lui donner une arme à allonge. L'intérêt de lui donner une masse, c'est de lui permettre d'avoir un bouclier, mais elle n'aura pas suffisamment de skill armure pour pouvoir porter un bouclier. Et donc on a dit on voulait également une magicienne. Alors la magotte, ce sera qui? Toi, tu as une bonne tête de magicienne. Mage... Asgelia, j'aime bien ça comme nom. Et la mage...
on pourra lui donner des points de pouvoir, mais on va lui donner quand même de l'initiative, parce que l'initiative, c'est bien sur ce jeu. Voilà, donc on a notre groupe de 6 personnages. Et donc maintenant, ils vont partir sur la mer, et les dieux vont les guider jusqu'au continent perdu de Shulima. It was said that it was to be the darkest and bloodiest age in the history of man. On the great continent of Rodinia, the two largest kingdoms began a great war that would drag every country and village into an endless stretch of death and chaos. Alors je vais interrompre le petit blabla de Golen, donc qui vous explique que sur Rodinia c'est la guerre et que Goloth l'a invité à se rendre sur Shulima. Donc voilà le jeu. Alors avec un petit tutoriel au départ. Au départ le personnage, le groupe se déplace en marchant, c'est extrêmement lent et irritant, donc j'appuie sur la touche Alt pour le faire courir. Tout de suite c'est mieux. Donc vous voyez que nous sommes arrivés à bord du vaisseau Vélémor sur une plage. Donc au niveau de la carte, c'est la région de Vélégarn et pour l'instant nous n'en savons pas plus. Au niveau de la carte du monde, donc voilà Shulima, le continent perdu. Donc nous commençons ici, là, sur la côte tranquille, donc au sud-est du continent. Et nous allons atteindre le village de Vélégarn assez rapidement. Donc les 6 personnages du groupe. Alors comme je vous indiquais au combat, vous avez 2 lignes pour vos personnages. Donc vous avez ici un bouton pour la formation de combat. Vous choisissez donc comment vos personnages vont être répartis. Donc là c'est la ligne avant, en haut, et en dessous la ligne arrière. Donc sur la ligne arrière, je vais mettre le mage, le clerc, puis Golen. Sur la ligne avant, je vais mettre le paladin au milieu et les 2 soldats autour. Sachant que pour l'instant Golen n'a pas d'arc, donc je vais le mettre à l'avant. Alors pourquoi ces répartitions? Il faut savoir qu'à terme, donc, ma répartition sera celle-ci. Et on verra en combat, mais vous verrez que les personnages à gauche sont ceux qui encaisseront le moins de dégâts. Ensuite, les personnages au milieu en encaisseront un peu plus, et les personnages ici sur la droite en encaisseront encore un peu plus. Donc sur la droite, je veux les personnages qui soient les plus résistants. Donc sur la ligne arrière, nous avons le mage, le clerc, Golen. Golen est un sac à PV, il est très résistant, donc le mettre sur ce côté-là, c'est une bonne idée. La magicienne est la moins résistante du groupe, donc la mettre à gauche là où elle prendra le moins de coups, c'est une bonne idée. La prêtresse au milieu, c'est très bien parce qu'elle n'est pas beaucoup plus résistante que la magicienne, mais elle va faire beaucoup de prières divines au combat, ce qui va lui permettre de se soigner énormément, gratuitement. Donc même si elle prend des dégâts, elle peut se soigner facilement. La magicienne ne le peut pas. À l'avant, donc je mets au milieu la paladine parce qu'elle a un sort qui est aura de bénédiction. Alors le sort est ici, aura. Alors elle aura aura de bénédiction, pour l'instant elle ne l'a pas encore, elle a que aura de soin. Ce sont des sorts, les sorts d'aura qui touchent tous les personnages autour. Donc si elle est au centre, elle touchera tous les groupes. Si maintenant je la mets à gauche, son aura ne touchera que les gens autour d'elle, c'est-à-dire que les 2 personnages de la colonne de droite ne seront pas touchés par ces auras. Donc on va les laisser là au milieu, et donc encadrés par nos 2 amis, les frappeurs. Au niveau de l'interface, nous avons ici un petit bouton avec une feuille qui permet de fabriquer. Donc vous verrez que Golen va ramasser des champignons, des plantes. Lorsqu'il a 10 unités d'une plante donnée, il peut accorder un bonus à quelqu'un. Par exemple, là, s'il ramasse 10 amanites, il peut donc augmenter les points de vie d'un personnage de 1. Et donc on choisit là en bas le personnage qui va recevoir le buff. Ici on a le journal qu'on n'utilisera pas très souvent, qui est intéressant pour les statistiques du groupe. Ici donc la ligne combat, ça indique le pourcentage de dégâts totaux infligés par chaque personnage. Ce sera assez intéressant de voir l'évolution. Au départ le magicien aura un pourcentage très important, et à partir du niveau 15 il commencera à être dépassé ou rejoint par les soldats, et après niveau 20 il va s'effondrer. Là ce sont les messages, je m'en servirai pas. Ici donc le menu du jeu, retour, sauvegarde, classique. Ça c'est un bouton pour masquer l'interface, ça ne servira pas non plus parce que l'interface est utile. Ici l'icône de torche, donc, quand vous voulez allumer une torche pour augmenter la visibilité, vous cliquez dessus pour l'éteindre, facile. Et ici l'icône de feu de camp, c'est l'icône de repos, donc on peut se reposer 8 heures pour regagner sa vie et sa mana et soigner les infections mineures. On peut se reposer un jour complet quand on a un personnage qui est gravement blessé, c'est-à-dire mort.
Voilà. Ensuite, on a cet indicateur en bas, très important, c'est l'indicateur de nourriture. Donc vous voyez la pomme, vous voyez le cercle rouge autour, et en dessous un chiffre. Le chiffre, c'est le nombre de jours de ration que vous possédez, et le cercle rouge, c'est le nombre d'heures dans ce jour que vous avez. Par exemple, si vous avez un 1 et que le cercle rouge est à moitié plein, c'est qu'en réalité, vous n'avez qu'une demi-journée de ration. Donc si vous avez une demi-journée de ration, par exemple, il est impossible de vous reposer 8 heures. Enfin, si, mais vous ne pouvez pas vous reposer 24 heures, par exemple. Là, vous avez vos pièces d'or, donc on commence avec 20 pièces d'or. Et au niveau de la feuille de personnage, donc ici le dieu vénéré, le nom du personnage, sa barre d'expérience, son niveau, sa classe. Ici vous allez avoir la liste des buffs et des buffs du personnage, ses points de vie, ses points de mana, ses statistiques de combat, son inventaire, ses résistances. Ici l'inventaire du personnage, et après donc sur les onglets suivants, la liste des compétences du personnage en question. Donc, par exemple, elle a ici donc en domaine divin, la magicienne ici, dans le domaine de l'énergie, elle va avoir des sorts, domaine du mentalisme, elle n'a rien pour l'instant. Voilà, donc on peut se déplacer avec la souris, on peut se déplacer avec le clavier, et voilà donc notre expédition sur le continent de Shulima qui se lance. Donc le tutoriel va m'expliquer comment fonctionne tout. Alors vous noterez que depuis le début je prononce Shulima et non Zulima, pour la simple raison que Golen, à chaque fois qu'il parle de ce continent, le prononce Shulima. Donc, première interaction, c'est un cadavre. Vous voyez l'icône en forme de main avec un anneau, ça indique qu'il y a quelque chose à prendre à l'intérieur. On clique dessus et voilà, 50 pièces d'or. On pourrait croire que c'est une fortune, il n'en est rien. Ensuite, le tutoriel nous explique comment récolter des plantes. Donc voilà, on clique sur les plantes, ça les récolte. Et comme je vous indiquais, ici, bien vous voyez, donc là par exemple, nous avons une Lactaria. Si on en a 10, on pourra augmenter l'agilité d'un membre du groupe de 1 point. Là ensuite, on va nous parler de la nourriture. Donc ça, ce sont des plantes fruitières. Quand vous cliquez sur une plante fruitière, regardez bien la jauge ici de nourriture. Elle augmente. Et on est passé sur 2 jours. Donc vous avez un jour complet plus à peu près un quart du deuxième jour. Alors on peut se balader, hein. Ici encore des champignons à ramasser. Là-haut encore des champignons, des scoléas. Et là donc on va arriver. Alors encore un petit champignon aussi. Voyez la ville. Donc on va s'imaginer qu'on peut rentrer en ville, mais non, le tutoriel n'est pas fini. Donc on a ici une petite note sur les temples divins. Donc cette note nous dit que nous avons trouvé le village et que il faut interroger les habitants pour en savoir plus sur ce qu'il se passe sur Shulima. Donc on avance, mais les gardes nous arrêtent et ils nous expliquent qu'il faut payer 100 pièces d'or pour pouvoir rentrer en ville. Si on ne paye pas 100 pièces d'or, ils ne nous laisseront pas rentrer. Le seul moyen de forcer serait de les combattre, mais au niveau 1, vous n'êtes pas de taille à les affronter. Donc il faut qu'on trouve de l'argent. Donc on va retourner sur le tutoriel, donc on va continuer à ramasser ici toutes les plantes. Voilà. Alors les plantes, certains joueurs ne les touchent pas et attendent que Golen ait augmenté sa compétence, ici connaissance des plantes, avant de les ramasser. Parce que plus Golen a de points en connaissance des plantes et plus il gagne de plantes quand il en ramasse. Personnellement c'est une compétence que je ne vais pas vraiment augmenter. La connaissance des plantes, je vais déjà avoir suffisamment besoin de points de compétence pour augmenter ses compétences de voleur. Donc, je ramasse les plantes tout de suite. Voilà, c'est un jeu sur lequel il faut vraiment beaucoup explorer, hein, se balader, ne laisser aucun coin non visité parce que gagner un maximum d'XP, ramasser un maximum de plantes, c'est toujours utile. Alors ici, on voit des gobelins, donc des ascarves. Les ascarves en réalité, vous avez ici dans le bestiaire, on n'a pas encore vaincu d'ennemis, mais différentes familles de monstres. Les ascarves font partie de la famille des ogres. En gros, sont les peaux vertes. Bah tiens, grâce à la connaissance des plantes, je viens de récolter des plantes en passant. Et nous allons affronter notre premier combat. Donc le combat se passe sur un écran différent de l'écran de jeu. Et c'est un combat en tour par tour avec un système d'initiative. Vous le voyez à droite, donc la barre d'initiative.
entouré en jaune le personnage dont c'est le tour, et à côté de chaque personnage vous voyez un chiffre. Ce chiffre indique le nombre de secondes avant que la personne en question agisse. Donc là c'est à mon premier soldat, Fasteros, de jouer. Une seconde après ce sera à ma magicienne, Asgelia. Une seconde après Asgelia ce sera à mon deuxième soldat, Madirk. Et dans la même seconde ce sera à ma prêtresse, Afetalian, etc. etc. Donc au niveau du combat, l'interface, alors ici ce sont des emplacements rapides pour des compétences. Pour l'instant j'ai pas de compétences sur les soldats. Donc ici l'icône attaquer, ici l'icône défendre. Donc si le personnage souhaite simplement se défendre et augmenter sa classe d'armure. Ici c'est pour déplacer le personnage, mais vous pouvez simplement cliquer sur un autre personnage pour le faire. Accès à l'inventaire, mais notre inventaire est vide. Et ici changer d'arme. Alors au niveau du combat, là je l'ai mis sur 2 fois pour avoir des animations de combat un peu plus rapides. Vous pouvez régler la vitesse des animations de combat ici. Au niveau de la gestion du combat, il faut savoir que le nombre de cibles est très limité. Effectivement, les ennemis peuvent être répartis sur 5 colonnes. Là, on en a déjà 3, mais il faut savoir qu'on pourrait avoir un ennemi encore à gauche et un encore à droite. Les ennemis ne peuvent attaquer que les 2 personnages du groupe qui sont devant eux. Donc, par exemple, ce premier gobelin peut attaquer Fasteros et Mortalian. Il ne peut pas attaquer Madirk. Et si j'avais un personnage à droite, il ne pourrait pas attaquer le personnage à droite non plus. Le deuxième gobelin peut attaquer Mortalian et Madirk. Il ne peut pas attaquer Fasteros. Quant au dernier personnage, il ne peut attaquer que Madirk et personne d'autre. Donc on est sûr que Madirk va se faire attaquer au moins une fois, et il a une chance sur 2 d'être attaqué une deuxième fois. Mortalian a 2 fois une chance sur 2 d'être attaqué. Quant à Fasteros, il a une fois une chance sur 2 d'être attaqué. Donc comme je vous indiquais, effectivement Madirk va statistiquement subir plus de dégâts que Mortalian, qui elle-même va subir plus de dégâts que Fasteros. D'où effectivement le placement en première ligne. La deuxième ligne, eux n'ont pas d'arc, donc ils ne pourront pas attaquer mes personnages de seconde ligne. Donc mes personnages de seconde ligne sont relativement safe sur ce combat. Et ils le seront relativement sur les débuts du jeu. Donc, au niveau des combats, donc Fasteros peut attaquer ces 2 gobelins parce que vos personnages peuvent attaquer les ennemis qui sont juste devant eux, ainsi que ceux qui sont encore plus sur les côtés. Donc s'il y avait un ennemi à gauche, Fasteros pourrait l'attaquer, il peut attaquer ce gobelin et celui-ci, mais il ne peut pas attaquer celui-ci à droite qui est trop loin. Mortalian peut attaquer les 3 gobelins, et si on avait un à gauche, elle pourrait l'attaquer aussi. Madirk pourra attaquer ces 3 gobelins, il pourrait attaquer un à droite si on avait encore à droite, mais si on avait un à gauche, il ne pourrait pas l'attaquer, il serait trop loin. Donc on va voir ça tout simplement en action. Alors Fasteros peut attaquer ce gobelin ou celui-ci. Écoutez, dans un premier temps, on va commencer par attaquer celui-ci, gauche. Voilà, 8 points de vie. Alors vous venez de noter l'apparition d'un effet de saignement. Chaque type d'arme a un effet secondaire particulier. Les épées infligent des dégâts de saignement. Les masses et armes à 2 mains infligent des étourdissements. Les arcs et les haches infligent des blessures. Les dagues peuvent infliger également des saignements, mais je n'utilise pas de dagues. Les saignements, c'est un effet, à chaque fois que le monstre va jouer, il va perdre 2 points de vie. Mais ça va durer jusqu'à la fin du combat. Donc la magicienne, elle pourrait attaquer au corps à corps, ou elle pourrait utiliser sa magie. Donc ce que je vais faire, c'est qu'elle a un sort qui est étincelle, qui sera son sort numéro 1 pendant longtemps. Donc je vais le mettre en sort rapide, voilà. Et je vais le lancer sur ce gobelin là à droite, pour aider Madirk. Voilà, donc il a perdu 9 points de vie. Donc maintenant à Madirk de jouer, vous voyez, il a 76% de toucher ce gobelin pour 7 ou 8 points de dégâts, il a 11 points de vie, donc il ne mourra pas si je le touche, mais de toute façon je ne le touche pas. La prêtresse, je vais lui mettre son sort de soin en sort rapide, pour l'instant elle n'a pas besoin de soigner, personne n'a été blessé, donc elle va attaquer au corps à corps. Voilà, donc vous avez vu, le gobelin a été étourdi pour 1 seconde, c'est-à-dire que du coup il devait agir à la seconde 2, il agira à la seconde 3. Mortalian, la paladine, elle... On va lui mettre en sort rapide son aura de soin. Là encore, il n'y a personne à soigner, donc elle ne va pas s'en servir. Et elle va frapper sur ce gobelin-là. Elle avait 67% de chance de toucher. Elle a raté. Golem, lui, n'a pas de compétences particulières, donc il n'a pas d'arc. Donc on va le faire avancer puisqu'il a une hache. Ce gobelin va faire un échec critique. Lorsque des personnages, que ce soit joueurs ou monstres, font des échecs critiques, ils se blessent tout seuls. Vous allez voir, ça arrive relativement régulièrement. Voilà, donc c'est à nouveau à Fasteros. Donc Fasteros réattaque, il rate.
au début de jeu, vous allez voir beaucoup de ratés. Golem réussit à toucher, c'est miraculeux. On va essayer de finir ce gobelin. Voilà, il est mort. Donc la magicienne va essayer de finir ce gobelin. Il faut savoir que les sorts de la magicienne touchent tout le temps. Elle ne peut pas rater. Alors, la paladine, bah, non, encore une fois raté. Et la prêtresse, elle a raté aussi. Voilà, donc on subit le premier point de dégâts. Le monstre est mort, tué par son dot. Et donc on va s'énerver sur ce gobelin-là. Voilà, vous voyez, il m'a dit qu'il vient de faire un échec critique. On va arrêter de dépenser de la mana pour la magicienne, c'est pas nécessaire. Le combat est gagné, nous gagnons 36 points d'expérience, donc à répartir sur 6 personnages, donc ça fait 6 points d'expérience par personnage, et 54 pièces d'or. Donc au niveau de l'expérience, vous avez ici, donc sous le personnage, une barre, un arc de cercle. La portion verte, c'est l'avancement du personnage sur sa partie XP, donc très faible. Voilà, on a ici un coffre, vous voyez, donc on a toujours le symbole de la main avec l'anneau, ce qui signifie que ce n'est pas piégé et ce n'est pas verrouillé, donc on peut l'ouvrir tranquillement. Alors à l'intérieur on trouve un torse, plutôt pas terrible, des bottes, pas terrible, et 200 pièces d'or, et bien voilà, un bon début dans la vie. Alors le personnage qui va prendre le plus de coups, on a dit c'est Madirk, donc c'est à Madirk qu'on va donner ces pièces d'armure, qui sont très modestes. Et vous notez qu'ici le poids est pris en compte, donc l'arme n'a pas de poids. Par contre l'armure a un poids, donc qui est indiqué par le chiffre à côté de la balance rouge. Donc par exemple le torse pèse 4, les bottes pèsent 1, donc ça fait bien un total de 5 qui est indiqué ici. Et donc la capacité de port d'armure est limitée ici donc par le poids maximal porté. Ce poids peut être augmenté par la compétence armure, puisque en fait à chaque niveau que votre personnage va gagner, s'il met un point en armure, eh bien ça va augmenter, je crois, de 3 points la capacité de port d'armure, sachant qu'il y a des armures qui pèsent plus de 50 en poids à terme, mais on n'y est pas encore. Voilà, donc on a relativement fini la zone avant Vélégard, donc c'était la zone tutoriel pour vous apprendre un petit peu les bases du jeu. C'est un jeu avec des mécanismes très simples. Et maintenant qu'on a 100 pièces d'or, on peut rentrer en ville. Voilà, je leur donne leur argent. Et je rentre en ville. Donc on va faire une petite visite guidée du village de Vélégarn, avec les personnages qui sont des personnages ultra classiques. Et vous voyez ici, il y a des containers avec des choses à ramasser. Donc dans celui-là, on a une potion de mana. Ici également. Alors, les potions de mana sont relativement inutiles sur ce jeu. Alors ici nous avons le marchand. C'est le personnage marchand classique des jeux de rôle. Donc il vend des armes, des armures, des bijoux, des potions, des parchemins et du matériel comment dire, utilitaire. Donc on n'a pas grand chose à lui vendre pour l'instant. On a des potions magiques, mais bon, je vais encore les garder. On n'a pas vraiment d'argent, donc on va pas lui acheter grand chose, mais bientôt on pourra. Alors ici on remarque qu'on a encore des containers, donc ici on a une torche, ce qui est pas mal parce que les torches c'est cher. Et ici on a alors de la viande. Regardez à nouveau la jauge de nourriture, elle vient d'augmenter. Ici on a des champignons à ramasser. Donc ça c'est un PNJ, un villageois qui ne sert à rien. Ici on a la vendeuse de nourriture. Alors les vendeurs de nourriture sont très importants sur Lords of Shulima parce que comme vous l'avez vu, la nourriture, dès que vous vous déplacez, elle baisse. Et il est important d'en garder un certain niveau. Donc tant que Golem n'a pas accès à la compétence chasse, qui est une compétence extraordinaire pour gagner des sous, il faudra régulièrement venir refaire le plein de nourriture. Alors au niveau du plein de nourriture, quand vous achetez des réserves de nourriture, ça ne s'ajoute pas à vos réserves, mais ça remplit jusqu'à. C'est-à-dire par exemple si on prend remplir les réserves pour 7 jours, ça remplira ici jusqu'à 7. Ça ne fera pas 7 jours plus les 2 qu'on a. Donc ça nous donnera 7 jours pleins. Voilà, donc au niveau de la nourriture, on est capé à 8 jours pleins. On ne peut pas avoir plus que ça en nourriture. Pour l'instant, on va... non, on va pas en acheter tout de suite. On va d'abord se balader en ville. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre en ville? Donc ici des maisons. Ici on voit des champignons contre la maison. Ici on a un puits. Alors dans ce jeu il faut boire au puits parce que les puits font gagner des points de résistance. Là tous les membres du groupe ont gagné par exemple un point de résistance au feu. Et les seaux apportent un peu de nourriture. Donc ici on a un autre champignon. Ici on a
un PNJ qui ne sert à rien. Donc ici on a encore un conteneur avec cette fois-ci une potion de soin. Là nous avons notre ami l'aubergiste. Notre ami l'aubergiste permet, comme on s'en doute un peu, eh ben de se reposer, donc soit 8 heures, soit un jour complet. Sachant que quand on se repose à l'auberge, on ne consomme pas de nourriture, contrairement au repos dans la nature. Alors, ici encore un puits pour monter résistance, ici un seau avec de la nourriture, ici des plantes. Là, on a la prêtresse, qui est l'archétype type du PNJ prêtresse sur les jeux de rôle. Donc elle soigne, et elle sert uniquement à soigner, hein. Donc j'ai besoin de soins, je suis maudit. J'aimerais recevoir une bénédiction, ça c'est si vous souhaitez avoir les bénédictions des dieux, par exemple Goloth. Alors par contre, il faut donner 21 pièces d'or. Donc pour Goloth, vous gagnez 5% d'expérience. Ça peut être intéressant, on va le prendre. Alors je m'en sers jamais de ça. Ça dure un jour, pour 21 pièces d'or, gagner 5% d'XP pour la journée, c'est pas mal. Ici, certaines tombes contiennent des objets, mais il faut avoir 15 en force pour les ouvrir, et je n'ai pas choisi le bonus de force pour mes soldats, donc je n'ai personne qui a 15 en force, mais ça viendra assez vite, je ne m'en fais pas. Là, vous avez encore un conteneur ici, 112 pièces d'or, c'est très sympa. Ici, vous avez un mausolée, alors on va sauvegarder rapidement. Donc on va pas y toucher, le mausolée, on aura la clé assez rapidement. À l'intérieur on trouvera un peu de trésors et un monstre. Ici encore des champignons. Ici une souche, parfois dans les souches vous avez de l'or, donc ça sauve toujours le coup de les regarder. Là vous avez un nouveau seau avec de la nourriture. Et ici un personnage qui vous donne une petite quête répétable et récurrente. Donc il va vous demander d'aller récolter des céréales dans son champ. Donc c'est un peu fastidieux, c'est pas très amusant, mais ça rapporte des sous. Et sur ce jeu, vous voulez le maximum de sous possible, parce que sur ce jeu, à chaque level up, vous gagnez 4 points de compétences par personnage, et c'est beaucoup trop peu pour la majorité des personnages. Donc vous avez besoin d'acheter des points de compétences, je vous montrerai après le PNJ pour l'achat de ces points de compétences. Et les points de compétences reviennent très vite, extrêmement cher. D'autant qu'il faut en acheter réellement beaucoup. Surtout pour des personnages comme le paladin qui coûte extrêmement cher en points de compétences, ou Golem en tant que voleur coûte également extrêmement cher en points de compétences. Donc tout ce qui peut rapporter un peu de sous, vous le prenez parce que c'est hyper utile. Voilà, j'ai ramassé tous ces céréales, donc je vais lui rendre aussi des ballots de vin. Goodbye. Good day. Voilà, un premier ballot rendu. Voilà, un deuxième ballot rendu, donc ça va me rapporter 100 pièces d'or. Donc là j'ai encore des céréales, il doit me rester une dizaine. Voilà, il m'en reste 12. Donc les céréales repoussent au bout de 2 jours. Donc toutes les 2 jours, vous pouvez revenir, récolter les céréales et lui revendre. Donc vous faites un coup 100 pièces d'or, un coup 150 pièces d'or, donc vous faites une moyenne de 125 pièces d'or tous les 2 jours. C'est pas énorme, hein, soyons honnêtes, mais en début de partie, c'est toujours très bien vu. Et donc voilà le personnage ici qui a une double utilité. Donc lui justement nous explique un petit peu ce qui se passe sur Shurima. Il nous explique que au nord de Velegarn, vous allez trouver le temple de la déesse Fébrette, la déesse de la nature, mais que ce temple est gardé par les soldats du prince Nengorth, qui est le prince qui gouverne, on va dire, la région de Velegarn ainsi que la région de Nabros. Et Nengorth est un prince assez tyrannique et il envoie au temple de Fébrette tous ceux qui s'opposent à lui et à son règne tyrannique. Et ceux qui sont envoyés au temple n'en reviennent jamais. Voilà. Donc le temple est plutôt une prison et un lieu d'horreur, plutôt qu'un temple paisible. Alors lui, on peut nous parler du prince Nengorth, donc ça c'est peu intéressant. Donc il peut améliorer les compétences en s'entraînant. Donc c'est là que vous pouvez acheter des points de compétences. Donc on va en acheter, là tout de suite, on va en acheter 2. On va même en acheter 3. Parce que Golem on aura lourdement besoin. Donc le prochain point de compétence me coûterait 200 pièces d'or, je ne les ai pas, je les aurai bientôt. Et vous avez également un tableau des annonces, donc dans chaque ville vous avez 5 quêtes disponibles. Alors à Velegarn, les quêtes
bah, il faut avoir un certain niveau. Pour avoir la deuxième quête, il faut être niveau 2, la troisième quête, il faut être niveau 3, et les deux autres quêtes, vous les avez après. Donc la première quête, c'est l'anneau de Dobrik, elle rapportera 200 points d'expérience et 400 pièces d'or. 400 pièces d'or, c'est toujours bon à prendre. Donc il nous a expliqué que l'anneau de Dobrik a été vu pour la dernière fois en train d'aller vers la grotte des rats au nord. Alors ici, ce qu'on va faire, on va juste se balader en ville. Pourquoi? Parce que dans la ville, il y a des petits objets cachés, des coffres. Alors, par exemple, là, il y en a un par là. Alors on va allumer, donc vous voyez pas forcément le coffre, vous voyez le champignon, mais en réalité ici, là, au milieu des plantes, il y a un coffre. 132 pièces d'or, c'est toujours bon à prendre. Il y a un deuxième qui est là, qui est pas très bien caché lui parce qu'il est beaucoup plus visible. Donc 2 parchemins de chansons du courage 4. Ça m'intéresse pas, je le revendrai. Par ici, si vous allez au fond des bois, là, il y a un coffre. Alors celui-ci, vous voyez, 900 pièces d'or, c'est beaucoup. 750 pièces d'or peut-être, oui. Même 750 pièces d'or, je ne crache pas dessus. Ici, me semble-t-il qu'il y a aussi un coffre perdu derrière les maisons. Voilà. Donc là, on a 260 pièces d'or, un parchemin de chanson du courage 5, un parchemin d'étincelle 5. Alors le parchemin d'étincelle, je vais le garder. Là, le parchemin de chanson du courage, je vais le vendre. Donc, il me semble qu'il y a un autre coffre ici. Voilà. Donc encore un parchemin qui ne me sert à rien. Une potion de guérison des saignements. Ça peut être utile, hein. Je vais le garder. Donc je vais en profiter pour aller voir le marchand et vendre ces parchemins qui ne m'intéressent pas. Voilà, donc j'ai déjà 1300 pièces d'or, ce qui me permettra du coup de regarder au niveau des... Parce que ce que je vais acheter, c'est essentiellement des bijoux. Donc un bijou qui augmente l'expérience, je prends. Un bijou constitution agilité, je prends. Et les autres bijoux ne m'intéressent pas. Polyvalent, casque géant. Ce casque-là est pas mal. 170 pièces d'or. Force plus 1, constitution plus 1. Ça peut être utile pour mes guerriers quand même. Et je vais par contre surtout acheter des crochets. Parce que les crochets, c'est rare, c'est très cher. Et vous allez en casser vraiment beaucoup. Alors au niveau du stuff, le casque qui donne force et endurance, on va le donner, tiens, à Madirk, histoire de le renforcer au maximum. Enfin, force et constitution en l'occurrence. Toi la prêtresse, je vais te blinder en expérience. Et toi, je vais te donner la constitution et de l'agilité. Donc vous voyez au niveau des stats, le paladin a des stats relativement faibles au départ. En particulier force, agilité 9, vitesse 8. C'est pas terrible, hein. Le paladin va vraiment être le personnage qui sera le plus délicat à rendre très efficace. Bon, donc là on a quelques pièces d'or en plus, donc ce qu'on va faire c'est qu'on va s'acheter un point de compétence de plus. Donc voilà, on aura 8 points de compétence au prochain niveau, et même encore un autre. Pourquoi? Le but c'est que Golem puisse s'acheter ses skills, parce que Golem au départ n'a pas les skills de voleur. Il en a un qui est perception, qui lui permettra de repérer les pièges, mais Golem n'a pas encore de skill pour désamorcer les pièges ou déverrouiller les serrures. Il va donc devoir apprendre ses skills, et ses skills coûtent 3 points de compétences par skill à apprendre, donc ça va lui coûter extrêmement cher. Voilà, donc on va sortir de la ville par l'est, on va juste commencer par aller au sud. Alors on voit que Madirk n'est pas au plein en vie, voilà, on soigne Madirk, on fait une petite sauvegarde et on va se lancer sur ce gros Ascarve. Donc vous voyez qu'il y a deux types de gobelins, il y a un gobelin à gauche qui est un gobelin normal et à droite un gobelin qui est différent. Donc le gobelin de gauche c'est un guerrier Ascari et celui de droite c'est le soldat Ascari. Vous voyez, le guerrier il a 20 points de vie, le soldat a 34 points de vie. Le soldat tape plus fort, il inflige des saignements, il est beaucoup plus résistant, donc ça va être la cible prioritaire. Donc on va laisser Fasteros sur le guerrier Ascari qui est pas dangereux du tout. Mortalian, Madirk et Asgelia vont s'occuper du soldat Ascari. Et il faudra que je fasse avancer Golem parce que j'ai toujours pas fait avancer. Il va falloir que je change son positionnement. Raté. Toi Golem, tu vas avancer.
La prêtresse, pour l'instant, tu ne peux que frapper. Toi, tu peux lui envoyer une petite étincelle. M'a dire que tu as le droit de le toucher, c'est parfait. Donc Golem va prendre, donc vous voyez les dégâts à 15 points de dégâts, 2 points de dégâts de dot, c'est énorme. Hein. Golem, il a pris très très cher. Et il rate en plus. Fasteros aussi. Mortalian fait un échec critique, c'est magnifique. Heureusement que Madir est là pour frapper. Et Asgelia, donc qui envoie des gros dégâts. Alors là, Golem a pris très cher, donc je dois le soigner. Par contre, Golem peut se... Heureusement que le monstre a raté, parce que sinon Golem, concrètement, il meurt. Merci Golem pour avoir achevé un ennemi, ça va pas t'arriver souvent. Alors notez que quand les ennemis sont étourdis ou gelés, ce qui est d'ailleurs valable pour vos personnages aussi, vous touchez automatiquement derrière. Tant qu'ils sont étourdis ou gelés, vous avez 100% de chance de les toucher. Donc quand un ennemi est étourdi, en général, vous faites un gros focus sur lui pour le descendre au maximum, tant qu'il est étourdi. Voilà, donc ils sont morts, 46 points d'expérience, 44 pièces d'or. Très bien, ça s'est particulièrement bien passé. Et on va devoir par contre soigner Golem, hein, qui a vraiment pris très très cher, mais bon c'est normal, on a des personnages niveau 1, c'est pas terrible. Donc ici on a un coffre, avec encore de l'or, un parchemin de soins, ça c'est toujours bienvenu, parchemin d'étincelle, c'est toujours bienvenu aussi, et ici, un portail dimensionnel, donc ce sont les portails de téléportation qui permettront de se balader entre les régions. Donc là on ne connaît pas de portail dans d'autres régions forcément, donc on n'a pas de destination. La majorité des régions ont un portail. Donc sur la carte du monde, les régions, vous les voyez indiquées ici. Vous avez Varaskel, vous avez Pernicia, Vélégarn, Tabros, Rasmura, vous aurez ici Amalet, Dévonia, Vilac, Sorentia, Adiros, Karaga, Kunavarn, Geldra et Nagira. Et après vous aurez également les îles. Donc pas mal de régions. On va dire que les 2/3 des régions ont un portail. Donc Pernicia, Geldra sont des déserts, donc il n'y a pas de portail. Adiros n'a pas de portail. Amalet n'a pas de portail. Vilac n'a pas de portail. C'est un peu tout. Hein. Les autres zones ont des portails. Donc bon. Bref. Au moins on a gagné un peu d'expérience vers ce portail. Alors on voit que notre prêtresse a déjà perdu pas mal de mana. Je vais juste voir en ville si le marchand par hasard vendrait un arc, ce qui serait utile pour Golem. Si il ne vend pas d'arc, je vais laisser Golem. Tant que Golem n'a pas d'arc, je vais le laisser au corps à corps. Il peut toujours encaisser un coup, et puis surtout il peut frapper, parce que si je le mets en ligne arrière avec sa hache, il ne peut toucher personne. Vendrais-tu un arc, l'ami? Oui, tu vends des arcs. Tu vends un arc court, en plus sanglant, donc il fait des dégâts de saignement, ça c'est très bien. Il vaut 140 pièces d'or, c'est même pas très cher, donc je l'ai acheté et c'est parfait. Et j'ai rien à revendre, me semble-t-il. Non. Donc c'est parfait. Golem, je vais te mettre un arc, du coup tu vas revendre ta hache. Et tu vas retourner à l'arrière. Ça m'arrange beaucoup hein, d'avoir trouvé un arc, parce que c'est extrêmement rare de trouver des arcs sur ce jeu en début de partie. Alors, ah bah tiens, ici voilà un coffre, je ne l'avais pas vu. 2 parchemins et 2 potions de soins, c'est toujours bienvenu. Donc là on va y retourner. C'est le matin, c'est parfait. Alors, ici une plante. Donc on peut aller à la droite, si on lit des criteaux, il nous dit vers Nabros. Donc là vous avez des soldats. Donc les soldats nous disent la route de Nabros est fermée sur ordre du prince Nengors. Donc on peut les attaquer ou s'en aller. Si on les attaque, on va se faire rouler dessus. Donc on ne va pas les attaquer. Par cette route, on va vers le temple de Fébret, mais pas que. Alors ici, qu'est-ce qu'on voit? Un groupe de gobelins. Vous voyez, ce sont 2 gobelins comme ceux du combat du tutoriel. Donc c'est un combat qui sera extrêmement simple, sur lequel il n'y a pas nécessité d'utiliser de la mana, hein, soyons réalistes. Donc je ne vais pas claquer de mana sur ce combat, ce serait inutile. Lui voilà, va mourir de son saignement tranquillement, et lui mourra aussi de son saignement de toute façon au prochain round si on ne le tue pas avant. Mais on l'a tué avant, voilà. Combat facile qui rapporte rien du tout d'XP, 24 points, c'est ridicule. Alors ici, de la nourriture, un coffre à bijoux qui n'est pas fermé, vous voyez, donc 5 x 132, ça fait 650 pièces d'or, plus un cristal de téléportation vers Vélégarn.
Ça, c'est toujours bienvenu. Donc si je craque ce cristal, ça me téléporte directement avec les garnes. Ici, il y a une plante à ramasser. Ici, il y a un embranchement. Si on va à gauche, on a les fâcheux amis, les corbeaux. Vous voyez, difficulté titanesque. Pourtant, ce sont 2 corbeaux, hein, me direz-vous. Oui, mais ils sont assez énervés. On va se reposer et puis je vais vous montrer ce que valent les corbeaux sur Lords of Shulima et vous comprendrez. Mais si vous avez vu la vidéo d'Aquartz, vous savez ce que c'est que les corbeaux. Et sinon, voilà, vous allez voir, ça pique. Et les corbeaux ont bien sûr beaucoup de points de vie. Ils ont 32 points de vie chaque. Sinon, ce serait trop facile. Donc Manir qui est mort. Fasteros va mourir, probablement non, c'est Mortalion qui a pris le coup, heureusement. Donc toi tu vas faire un petit coup de soin, toi tu vas soigner Fasteros, toi tu vas essayer de finir celui-ci. Non, tu l'as pas fini. Ah, et Golem va prendre très cher, Fasteros tu vas mourir au prochain tour. Donc toi bah tu vas consommer une potion anti-hémorragique, voilà. Ah bah Golem est mort, Mortalion. Qu'est-ce qu'on a? Parchemin soin léger. Voilà, tu te soignes. Alors notez que lui, comme j'indiquais, il peut attaquer que les 2 ennemis qui sont devant lui. Il n'a donc plus d'ennemis attaquables. Donc son prochain tour, il va être obligé de se déplacer pour se mettre en face de moi. Donc je vais en profiter pour le saucer pendant ce temps. Et pour soigner Fasteros. Voilà. Donc il s'est mis là. Là, il pourra attaquer Mortalion et uniquement elle. Ah ben Mortalion est mort. Ah, je vous ai dit, hein, ce combat, ça rigole pas. Donc là, elle, il lui faut... ce que je vais faire, c'est que je vais prendre... j'ai un parchemin d'étincelle, me semble-t-il. Étincelle 3. Voilà, donc il est mort. 190 points d'expérience, c'est énorme, mais 3 morts, ça, c'était... c'est un combat de difficulté titanesque, hein, c'était assez logique. Mais je vais quand même le prendre. Parce que bah, c'est beaucoup d'XP. Vous voyez là on a des personnages qui arrivent vers la fin de leur niveau 1, c'est très bien. Et là on arrive sur une tour de sorcellerie. Toutefois elle est fermée. Il faut une clé et je n'ai pas cette clé. Donc là par contre mes personnages étant largement blessés, il faut que je me repose pendant 1 jour. Donc si je me repose pendant 1 jour, bah j'aurai plus de nourriture après. Donc je vais rentrer en ville. Je vais me reposer 24 heures à l'auberge, puisque là, si vous allez sur le descriptif de la blessure grave, donc cet effet disparaît en se reposant 24 heures. Hein. Donc vitesse de combat moins 50, modificateur d'action moins 5, c'est-à-dire qu'il a 5% de malus sur toutes ses actions, et esquive moins 3, donc c'est pas un malus que vous souhaitez garder. Donc 40 pièces d'or, on se repose 24 heures. Voilà, donc est-ce qu'on a eu du loot sur les corbeaux? Non, même pas. Bon bah écoutez, c'est pas grave. Ouais, bah on va pas acheter de nourriture, pas pour l'instant. On va essayer de garder nos 1000 pièces d'or. Je pense que lui va nous demander de payer. Non? Bon, tant mieux alors. Donc on repart. Là, on a tué les corbeaux, c'est plutôt pas mal. Hein. Nos personnages ont bien avancé là. Par contre, si je vais y retourner, je vais reprendre la bénédiction pour 21 pièces d'or. C'est vraiment une misère. Et les 5% d'XP en plus seront les bienvenus là. Je ne vais pas la reprendre trop souvent, hein, cette bénédiction, parce que l'or, c'est toujours très très rare l'or. Donc la bénédiction de Goloth, voilà. J'ai 5% de bonus XP pour 24 heures, donc on va essayer d'éviter de perdre 24 heures à se reposer. Ce serait bien. Alors, donc repartons vers le nord, nous avons dit. Alors, hop, hop, hop. Ici nous avons un buisson, c'est un arbre fruitier, là encore, donc ça nous donne un peu de ressources, dans cette souche un peu d'or. Alors il faut savoir que la répartition des conteneurs est aléatoire. Sur certaines parties, bah, cette souche sera vide, sur d'autres parties vous aurez des objets, sur d'autres parties vous aurez de l'or. Et c'est valable pour tout. Là par exemple cette souche il n'y a rien, mais sur certaines parties elle sera pleine. Là on a un autre groupe d'ascarves qui est pas très compliqué, bah, on va l'attaquer parce que voilà,
Notre but c'est de massacrer le plus possible. Alors, elle va saucer, il va attaquer. Là encore, hein, on va mettre le focus sur ce soldat qui est de loin le plus dangereux. Voilà, donc il a déjà pris un certain nombre de dégâts, il va faire mal. Voilà, c'était attendu. On va soigner. Ah, il faudrait le finir assez vite, lui. Voilà, on les a tués assez vite, ils n'ont pas fait très mal. 46 points d'XP, bon, c'est pas énorme. Mais c'est toujours bon à prendre. Et ici on a un coffre qui n'est toujours pas verrouillé, toujours pas piégé. Alors on y trouve une cape défense plus 2, c'est pas terrible. Et une capuche pourrie, force plus 1. Bon, bah, écoutez, à défaut d'avoir autre chose, hein, on va la prendre. Et une cape défense plus 2, bah, on va donner ça. Donc comme ça on a défense 11, défense 10, défense 17 sur nos personnages de première ligne. C'est mieux que rien. Alors si on veut continuer au nord, on a un groupe Ascarve beaucoup plus fort. Il est en difficulté mortelle, au niveau 1, je pense qu'il est un peu délicat ce groupe. Donc ici on arrive, on a un panneau qui nous dit attention, des pièges à rats ont été installés à l'intérieur de la grotte à rats. Donc là au nord on va voir la grotte des rats, donc si vous voyez 2 rats qui la gardent. Si vous avancez à gauche, vous arrivez sur la forêt de Sporia. Donc on vous parle de zone hostile. Donc la forêt de Sporia qui est gardée par, vous voyez ici, des champignons qui pour l'instant sont très difficiles pour moi. Donc qu'est-ce que les zones hostiles? Alors le monde est divisé en provinces, donc je vous ai montré les provinces, par exemple là on est à Vélégarn. Chaque province est divisée en zones, et en dehors des villes et des villages, toutes les autres zones sont des zones dites hostiles. Quand vous entrez dans une zone hostile, vous avez des monstres qui sont stationnaires, que vous voyez sur la carte, hein. Par exemple là on les voit, ces champignons, et vous avez une certaine liste de monstres qui sont présents dans la région, mais qui se baladent, qui sont des rencontres aléatoires, des espèces de monstres errants, si vous voulez. Le nombre de monstres errants est défini, il est limité. Si vous arrivez à éliminer tous les monstres stationnaires plus tous les monstres errants d'une zone, vous obtenez un bonus d'XP de pacification. Et c'est ce qui va faire que une partie de ces vidéos va être consacrée à tourner en rond dans des zones afin de provoquer la totalité des rencontres de monstres errants. Peut-être que à terme je couperai les vidéos pendant que je tourne en rond comme ça, parce que c'est pas super fun à regarder. Donc là a priori parmi les adversaires, donc là on a des gobelins au nord-est qui sont mortels, ici on a des champignons qui sont très difficiles, on a des rats qui sont équilibrés, bah donc on va attaquer les rats parce que c'est ce qui est le plus à notre portée. Donc les rats sont des adversaires moisis, hein, ils ont 6 points de vie. Voilà, en général vous les one-shottez les rats hein, quand vous les touchez, sauf bon, le mage ou le clerc quoi. Mais les autres vous faites du one-shot et ça rapporte rien du tout d'XP, un rat. C'est vraiment l'ennemi le plus faible du jeu, le rat. Donc ici un champignon et une caverne, la grotte des rats. Donc c'est dans cette grotte, je vous rappelle, qu'on est censé trouver l'anneau de Dovrik pour la quête qui nous a été donnée en ville. Donc vous voyez que quand on est dans une zone souterraine ou quand vous êtes la nuit, la visibilité est très réduite sur le jeu, d'où justement l'intérêt de craquer des torches. Alors là par contre je suis ennuyé parce que je ne sais pas désamorcer les pièges. Et Golem n'est pas prêt de le savoir. Il lui faut 36 XP, donc bon, bah, malheureusement on va devoir faire 100. Il me semble qu'ici il y a un piège. Voilà. Alors, vous voyez ces espèces d'engrenages qui tournent, et il y a 3 couleurs possibles, rouge, jaune, vert. Si vous cliquez sur le rouge, le piège se déclenche. Si vous cliquez sur le jaune, il ne se passe rien. L'engrenage continue à tourner. Si vous cliquez sur le vert, ça désamorce le piège. Donc vous voyez, il faut cliquer. Le vert ne dure pas longtemps, hein. C'est parce qu'il a difficulté 1, j'ai compétence 0, donc forcément. Voilà, en se concentrant, j'y suis arrivé. Ça a rapporté de l'XP à Mortalion. Voilà, des rats. Alors ça m'ennuie vraiment que Golem soit pas encore niveau 2 à ce moment-là. Malheureusement, j'ai pas vraiment le choix. Donc ce rat là ne peut attaquer que la personne à droite, j'ai personne à droite, donc il va être obligé de se déplacer, donc je n'ai aucune raison
de lancer de sorts, hein. J'ai aucune raison de dépenser de la mana. Vous verrez sur ce jeu, la mana est extrêmement limitée. Vous allez très souvent manquer de mana. Donc la mana s'utilise avec parcimonie. Rien dans ces rochers, c'est la misère. Quelque chose dans ce cadavre au moins. 112 pièces d'or, bon ça va, c'est pas mal. Donc là ce qu'on va faire pour faire un peu d'XP, je pense qu'on... Là il y a des pièges, il y a un piège je crois sur la droite ici. Donc je vais essayer déjà d'aller affronter cette araignée. Ah tiens, en clair a gagné un niveau. Les araignées, pas drôle, pas rigolo du tout. Donc beaucoup de points de vie, hein, 48. Un round sur deux, l'araignée va balancer ses toiles sur quelqu'un, qui réduit son esquive, sa vitesse de combat